Dégage de mon chemin, la logistique. La voix de Léo Morin fusa dans l'air matinal comme une lame, alors qu'il bousculait la petite femme qui luttait avec son sac à dos usé. Elle trébucha, ses vieilles bottes raclant le béton du centre d'entraînement de l'OTAN. Mais elle ne tomba pas, se stabilisant simplement avec la grâce discrète de quelqu'un habitué à être bousculé. Les autres cadets rirent, de ce rire aigu et tranchant qui résonne dans chaque complexe militaire où les égos sont démesurés. C'était leur divertissement matinal. Une femme qui semblait s'être trompée de chemin en sortant du garage, se tenant au milieu des stagiaires d'élite de l'un des camps d'entraînement les plus prestigieux du monde. Sérieusement, qui a laissé entrer la femme de ménage? Manon Dubois rejeta sa queue de cheval blonde parfaite et désigna du menton le t-shirt délavé et les bottes éraflées de la femme. Ce n'est pas la soupe populaire ici. La femme, Olivia Mercier, selon la liste, ne dit rien. Elle ramassa simplement son sac à dos avec des mouvements prudents et précis et se dirigea vers les baraquements. Son silence ne fit que les faire rire plus fort. Mais dans exactement 18 minutes, lorsque cette chemise déchirée révélerait ce qui était caché en dessous, chaque personne dans cette cour comprendrait qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa carrière militaire. Le commandant lui-même se figerait en pleine phrase, son visage se vidant de toute couleur en reconnaissant un symbole qui n'était plus censé exister. Un symbole qui allait tout changer. Olivia Mercier était arrivée au centre d'entraînement de l'OTAN dans un pick-up déglingué qui semblait avoir connu des décennies meilleures. La peinture était écaillée, les pneus couverts de boue séchée d'une route de campagne oubliée. Et quand elle en sortit, tout en elle criait l'ordinaire. Son jean était froissé, son coupe-vent délavé jusqu'à un vert indéterminé, et ses baskets avaient des trous qui laissaient la rosée du matin s'infiltrer jusqu'à ses chaussettes. Personne n'aurait deviné qu'elle venait de l'une des familles les plus riches du pays. Élevée dans un monde de tuteurs privés et de domaines clôturés, mais Olivia ne portait pas ce monde avec elle. Pas de marque de créateur, pas d'ongles manucurés, juste un visage simple et des vêtements qui semblaient avoir été lavés 100 fois. Son sac à dos tenait par une seule sangle tenace, et ses bottes étaient si éraflées qu'elles auraient pu appartenir à un vétéran sans abri. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui la distinguait. C'était son immobilité. La façon dont elle se tenait, les mains dans les poches, observant le chaos du camp comme si elle attendait un signal qu'elle seule pouvait entendre. Tandis que d'autres cadets se pavanaient et prenaient la pause, se jaugeant les uns les autres avec la confiance agressive de la jeunesse et des privilèges, Olivia se contentait d'observer. La première journée était conçue pour être un véritable parcours du combattant. Le capitaine Hérault, l'instructeur en chef, était une montagne d'hommes avec une voix capable de stopper une émeute et des épaules qui semblaient avoir été taillées dans le granit. Il arpentait la cour, évaluant les cadets du regard calculateur d'un prédateur choisissant sa proie. « Vous » aboya-t-il en pointant directement Olivia. « C'est quoi votre histoire ? L'équipe de l'intendance s'est perdue. » Le groupe ricana. Manon Dubois, avec sa queue de cheval blonde acérée et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, murmura à la cadette à côté d'elle, assez fort pour que tout le monde entende. Je parie qu'elle est là pour cocher une case diversité. Quota de genre, non. Olivia Anisilla pas. Elle regarda le capitaine Hérault, son visage calme comme une eau dormante, et dit « Je suis une cadette, mon capitaine. » Hérault renifla, la chassant d'un geste de la main comme un insecte agaçant. « Mettez-vous en rang alors. Ne nous ralentissez pas. » Le mess, ce premier soir, était un champ de bataille d'ego et de testostérone. Olivia porta son plateau à une table d'angle, loin des bavardages bruyants et des récits compétitifs. La salle bourdonnait de recrues échangeant des histoires sur leurs accomplissements, leur voix devenant de plus en plus forte alors qu'ils essayaient de se surpasser. Damien Chêne, mince et arrogant avec une coupe en brosse qui semblait venir avec une attitude, la repéra assise seule. Il prit son plateau et se pavanant jusqu'à sa table, le laissa tomber avec un bruit délibéré qui fit se tourner les tables voisines pour assister au spectacle. « Yo, la fille perdue, dit-il, sa voix parfaitement calibrée pour traverser la pièce. C'est pas les restos du cœur ici. T'es sûr que t'es pas là pour faire la vaisselle? » Le groupe derrière lui éclata de rire. Olivia fit une pause, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, et le regarda avec ses yeux bruns et stables. « Je suis en train de manger, dit-elle simplement. Damien se pencha, un sourire narquois aux lèvres. « Ouais, ben, mange plus vite. Tu prends la place dont de vrais soldats ont besoin. » Sans crier gare, il donna un coup sec dans son plateau, en voyant une cuillerée de purée de pommes de terre s'écraser sur sa chemise. Lassau hurla de rire. Des téléphones sortirent, enregistrant l'humiliation pour la gloire des réseaux sociaux. Mais Olivia attrapa simplement sa serviette, essuya la tâche avec des mouvements lents et méthodiques, et prit une autre bouchée comme si Damien n'était même pas là. Le calme délibéré de sa réponse sembla l'infurier plus que n'importe quelle réplique aurait pu le faire. L'entraînement physique du lendemain matin était un test d'endurance conçu pour séparer le bon grain de l'ivraie.
Pompe jusqu'à ce que les bras tremblent. Sprint qui brûlait les poumons. Burpé dans la poussière sous un soleil de plomb. Olivia maintenait sa respiration stable et contrôlée, mais ses lacets n'arrêtaient pas de se défaire. Ils étaient vieux et effilochés, tenant à peine ses bottes ensemble. Pendant un sprint, Léo Morin trottina à côté d'elle. Léo était le golden boy du groupe, large d'épaules avec un sourire qui disait qu'il n'avait jamais rien perdu de sa vie et ne comptait pas commencer maintenant. « Yo, friperie !» cria-t-il assez fort pour que toute la ligne entende. « Tes chaussures lâches ou c'est juste toi ?» Un rire ondula à travers le groupe comme une vague. Olivia ne répondit pas. Elle s'agenouilla simplement, renoua ses lacets avec des doigts rapides et précis et se releva. Mais alors qu'elle le faisait, Léo la bouscula à l'épaule assez fort pour la faire trébucher. Ses mains heurtèrent la boue, ses genoux s'enfonçant dans la terre humide. Le groupe hurla de plaisir. « Qu'est-ce qu'il y a, Mercier ?» dit Léo, sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude. « Tu t'inscris pour nettoyer les sols ou tu prévois juste d'être notre punching ball personnel ?» Olivia se releva, essuya ses paumes boueuses sur son pantalon, et reprit la course sans un mot. Les rires la suivirent pour le reste de la matinée, mais si cela l'affectait, elle ne le montra pas. Pendant une pause, elle s'assit sur un banc en bois, sortant une barre de céréales de son sac. Manon s'approcha nonchalamment avec deux autres cadettes, les bras croisés, sa voix mielleuse de fausse inquiétude. « Olivia, c'est ça? Alors, genre, d'où tu viens même? T'as gagné une sorte de concours pour être ici. » Ses amis gloussèrent, l'une couvrant sa bouche comme si tout était trop drôle pour être contenu. Olivia prit une bouchée, mâcha lentement, et leva les yeux. « J'ai postulé. » Sa voix était plate, factuelle, comme si elle annonçait la météo. Le sourire de Manon se crispa. « D'accord, mais pourquoi ?» insista-t-elle en se penchant. « Tu ne cries pas exactement soldat d'élite. Je veux dire, regarde ton tout. » Elle fit un geste dédaigneux vers le t-shirt boueux et les cheveux bruns sans histoire d'Olivia. Olivia posa sa barre de céréales et se pencha juste assez pour faire reculer Manon. « Je suis ici pour m'entraîner, » dit-elle doucement. « Pas pour te faire te sentir mieux dans ta peau. » Manon assi Figia, SES Joe's Regicent. N'importe quoi, marmonna-t-elle en se détournant. Bizarre. L'exercice de navigation de cet après-midi était conçu pour être un enfer d'un genre particulier. Les cadets devaient traverser une crête boisée, carte en main, dans un délai strict. La survie du plus apte, style militaire. Olivia se déplaçait seule à travers les arbres, sa boussole stable, ses pas silencieux sur les aiguilles de pin. Un groupe de 4 cadets mené par Kevin Martel la repéra en train de vérifier sa carte sous un grand chêne. Kevin était nerveux et ambitieux, du genre à vouloir voler la vedette à Léo depuis le premier jour, et voyait en Olivia une cible facile pour impressionner ses pairs. « Et, Dora l'exploratrice !» cria-t-il, sa voix coupant l'air calme de la forêt. « Déjà perdu, ou tu es juste là pour cueillir des fleurs ?» Son groupe rit, se rapprochant en cercle comme une meute de loups sentant la faiblesse. Olivia plia sa carte avec des doigts délibérés et continua de marcher. Mais Kevin n'avait pas fini son spectacle pour son public. Il trottina et lui arracha la carte des mains. « Voyons comment tu t'en sors sans ça, » dit-il, la déchirant en deux et jetant les morceaux au vent avec un flair théâtral. Les autres applaudirent. Olivia s'arrêta, ses yeux suivant les lambeaux alors qu'ils voltigeaient au gré de la brise. Elle regarda Kevin, son visage complètement vide d'expression, et dit « J'espère que tu connais le chemin du retour. » Puis elle se retourna et continua d'avancer, son rythme inchangé, comme si la perte de la carte n'était qu'un inconvénient mineur. Le rire de Kevin vacilla, mais son groupe continua de la huer, leur voix résonnant à travers les arbres. Olivia rangea soigneusement son équipement personnel dans le casier renforcé, y compris son appareil de communication crypté doté d'une technologie de smartphone de qualité militaire avancée avec des capacités de connectivité par satellite. La tablette durcie qu'elle rangea à côté avait été spécialement conçue pour les environnements opérationnels extrêmes. Son écran renforcé était capable de résister à des conditions de champ de bataille qui détruiraient complètement les appareils électroniques civils standards utilisés par les autres cadets autour d'elle. L'exercice de démontage de fusils eut lieu cet après-midi-là, et il était conçu pour être le grand égalisateur. Chaque cadet avait exactement 2 minutes pour démonter complètement un FAMA, le nettoyer à fond et le remonter selon les spécifications militaires. La plupart d'entre eux peinaient, leurs doigts maladroits avec les goupilles, jurant à voix basse alors que des pièces glissaient de leurs mains nerveuses. Léo termina en 1 minute et 43 secondes désordonnées, souriant comme s'il venait de réussir un examen final. Manon s'en sortit de justesse à 1 minute 59, ses mains tremblant alors qu'elle enclenchait la dernière pièce. Puis Olivia s'avança vers la table. Elle ne se pressa pas, n'hésita pas. Ses mains bougeaient comme si elle suivait un script écrit dans sa mémoire musculaire.
Goupilles retirées, ensemble mobile sorti, pièces disposées en une grille parfaite avec une précision chirurgicale. 52 secondes. Pas une seule erreur, pas un moment d'hésitation. Le sergent Poulain, l'instructeur grisonnant supervisant l'exercice, fixa le chronomètre, puis elle, puis de nouveau le chronomètre comme s'il pouvait mentir. « Mercier, dit-il, sa voix basse et pensive. Où avez-vous appris à faire ça ?» Olivia s'essuya les mains sur son pantalon et recula. « De la pratique, dit-elle, les yeux fixés au sol. » L'écran d'entraînement derrière eux diffusait un ralenti de sa performance. Chaque mouvement net et efficace, pas un seul geste gaspillé. Un lieutenant à proximité se pencha vers le sergent Poulain, sa voix portant juste assez loin pour que d'autres entendent. Ses mains n'ont pas tremblé une seule fois. Ça, c'est du sang-froid de force spéciale. Léo entendit et ricana bruyamment. Alors, elle s'est nettoyée un fusil, dit-il, s'assurant qu'Olivia puisse entendre chaque mot. Ça ne veut pas dire qu'elle sait se battre. Mais pendant la pause qui suivit, une cadette discrète nommée Hélène Rodriguez, qui avait observé Olivia de près, lui glissa une carte de rechange de son propre kit. « Tu en auras besoin, » murmura Hélène, ses yeux balayant les alentours pour s'assurer que personne ne voyait l'échange. Olivia la prit, hocha la tête une fois, et la rangea dans son sac sans un mot. C'était le premier acte de gentillesse qu'elle recevait depuis son arrivée, et bien que son expression n'ait pas changé, quelque chose vacilla dans ses yeux. Des chuchotements commencèrent après cet exercice de fusil. Quelques cadets se mirent à la regarder pendant les pauses, essayant de reconstituer le puzzle de cette femme qui s'habillait comme une vagabonde mais maniait les armes comme une professionnelle. Olivia ne semblait ni le remarquer ni s'en soucier. Elle s'asseyait sur l'herbe pendant les périodes de repos, renouant méthodiquement ses lacets, son visage aussi illisible que jamais. Manon se pencha vers Léo, sa voix basse mais acérée de méchanceté. « Je parie qu'elle a une histoire tragique. Pauvre fille de nulle part qui essaie de prouver qu'elle est quelqu'un. » Léo rit, le son dur dans l'air de l'après-midi. « Ouais, eh bien, elle a prouvé qu'elle n'est personne de spécial. » Les doigts d'Olivia s'arrêtèrent sur ses lacets un instant. Puis elle continua de nouer, ses mouvements lents et délibérés, comme si elle scellait quelque chose de profond en elle. Le hangar à matériel fut une autre occasion d'humiliation. Les cadets faisaient la queue pour recevoir l'équipement pour le prochain exercice, et le quartier-maître, un vieil homme bourru nommé Garcin, distribuait des gilets et des casques avec un dédain à peine dissimulé pour les jeunes recrues. Quand Olivia s'avança, il la toisa comme si elle était quelque chose de désagréable qu'il avait trouvé sur sa chaussure. « Qu'est-ce que c'est, un congrès de clochards ?» dit-il, assez fort pour que toute la file entende. « On n'a pas de matos pour les civils, ma belle. » Il lui lança un gilet tactique qui avait au moins 2 tailles de trop, les sangles pendant inutilement. Les cadets derrière elle ricanèrent. « Peut-être qu'elle peut s'en servir comme tente, » cria l'un d'eux. Olivia attrapa le gilet, ses doigts se resserrant sur la toile un instant. Elle ne discuta pas, ne demanda pas de remplacement. Elle le jeta simplement sur son épaule et sortit, ses bottes résonnant sur le sol en béton derrière elle. Garcin rit et secoua la tête. « Celle-là va se faire virer d'ici demain, » annonça-t-il à la salle. Mais dehors, loin des regards indiscrets, Olivia ajusta le gilet surdimensionné avec quelques nœuds rapides et experts, le transformant en un ajustement parfait. Ses mains bougeaient avec la même précision qu'elle avait montrée avec le fusil, comme si la modification d'équipement était une seconde nature pour elle. La course en terrain varié du lendemain matin était conçue pour être brutale. 15 kilomètres sur un sol accidenté, équipement complet, aucune pitié. Olivia resta au milieu du peloton, sa respiration régulière et contrôlée, ses pas stables malgré le rythme éreintant. Manon était juste derrière elle, marmonnant des plaintes tout le temps. « Accélère !» cas social sifflait-elle entre ses dents serrées. « Tu nous ralentis. » À mi-parcours, alors que l'épuisement commençait à se lire sur les visages et que la technique se détériorait, Manon passa à l'action. Elle donna un petit coup de coude à Olivia, juste assez pour la déséquilibrer. Le pied d'Olivia buta sur une pierre et elle dévia du chemin balisé, sa cheville se tordant alors qu'elle heurtait le sol inégal. Le capitaine Hérault vit ce qui s'était passé. « Mercier !» rugit-il, sa voix portant à travers toute la formation. « Rupture de formation. » L'escouade perd des points. Le groupe grogna, certains lançant des regards noirs en direction d'Olivia. Léo se retourna, le visage rouge d'effort et de colère. « Bien Joe Mercier. Vraiment l'esprit d'équipe. » Olivia ne discuta pas, n'essaya pas d'expliquer ce qui s'était réellement passé. Elle se remit simplement en formation, la mâchoire serrée, et continua de courir. Si sa cheville tordue la dérangeait, son léger boitillement était à peine perceptible. Quand la course se termina enfin, Hérault la pointa du doigt. 5 tours supplémentaires. Exécution. Les autres regardèrent,
certains avec un sourire narquois, alors qu'Olivia recommençait à courir. Son souffle était court maintenant, son visage luisant de sueur, mais elle termina chaque tour sans se plaindre. Quand elle eut enfin fini, les mains sur les genoux, haletant, personne ne lui offrit d'eau. Manon jeta une bouteille vide à ses pieds. « Hydrate-toi avec de l'air, dit-elle en riant de sa propre cruauté. Olivia ramassa la bouteille, l'écrasa lentement dans sa main, et la jeta dans la poubelle. Elle ne fit pas un bruit. Lors d'un exercice de nuit simulant des conditions de combat, les cadets devaient établir un périmètre défensif sous un feu ennemi simulé. Des fusées éclairantes illuminaient le ciel et les instructeurs criaient des ordres contradictoires, créant un chaos contrôlé. Olivia travaillait seule, fixant une barrière de corde avec des mains stables tandis que les explosions résonnaient autour d'eux. Mark Weber, trapu et bruyant, décida qu'elle ferait une cible facile pour un divertissement en soirée. Il attrapa sa corde et la tira brusquement, la jetant dans la boue avec une négligence exagérée. « Oups, dit-il en souriant à ses copains. Je suppose que tu n'es pas faite pour ça, hein ?» Les autres à proximité rirent, leurs lampes de poche se balançant alors qu'ils regardaient le spectacle. Olivia s'agenouilla dans la boue, ramassa la corde et recommença, ses doigts se déplaçant méthodiquement, chaque nœud précis malgré le chaos environnant. Mark n'avait pas fini. Il lui jeta de la terre sur les mains, recouvrant la corde de crasse. « Continue d'essayer, princesse, dit-il. Peut-être que tu auras fini d'ici demain matin. » Le groupe rugit de rire, mais Olivia s'arrêta, ses mains s'immobilisant, et leva les yeux vers lui. Sa voix était calme, mais portait une acuité suffisante pour couper. « Tu as fini ?» Mark cligna des yeux, déconcerté par l'intensité tranquille de son regard, mais il en rit et s'éloigna. Olivia se remit au travail, son visage illisible, et eut la barrière de corde propre et sécurisée en quelques secondes. Plus tard, lorsque l'exercice se termina et que les scores furent comptabilisés, Mark découvrit que sa propre barrière s'était détachée pendant l'exercice, coûtant de précieux points à son escouade. Personne n'avait vu Olivia près de sa section, mais Hélène, observant depuis la ligne de touche, se permit un petit sourire. Ce soir-là, dans les baraquements, Olivia s'assit sur sa couchette étroite, sortant une vieille photo de son sac. Elle était pliée et usée sur les bords, montrant une version plus jeune d'elle-même debout à côté d'un homme en veste tactique noire. Son visage était délibérément flouté sur la photo, mais sa posture, les épaules en arrière, les yeux vifs, portait un poids indubitable d'autorité et de danger. Elle traça le contour de la photo avec son doigt, ses lèvres se pressant dans ce qui aurait pu être un souvenir ou un regret, puis la rangea rapidement en entendant des pas approcher. Léo passa, jetant sa serviette sur son épaule avec une arrogance décontractée. « Dors bien, Mercier, » dit-il sans prendre la peine de la regarder. « Demain, c'est le stand de tir. Essaie de ne pas te ridiculiser plus que tu ne l'as déjà fait. » Olivia ne répondit pas. Elle s'allongea sur le mince matelas, les mains derrière la tête, fixant le plafond. Sa respiration était lente et régulière, mais ses yeux restèrent ouverts longtemps après l'extinction des feux. L'épreuve de tir à longue distance était conçue pour être un moment décisif. 5 tirs à 400 mètres. 5 tirs parfaits en plein centre requis ou renvoi immédiat du programme. La pression était intentionnelle et brutale. Les cadets s'alignèrent sur le pas de tir. Une énergie nerveuse crépitait dans le groupe. Ils tripotaient leurs lunettes de visée, chuchotaient anxieusement sur la vitesse du vent et les conditions atmosphériques. Leur confiance des exercices précédents avait disparu. Manon passa la première, sa queue de cheval blonde fouettant dans la brise. Elle manqua complètement de tir, son visage pâle comme de la craie lorsqu'elle quitta la ligne de tir. Léo réussit à toucher 4 cibles, jurant à voix basse contre le quasi-échec qui pourrait lui coûter sa place dans le programme. Puis ce fut le tour d'Olivia. Manon murmura à la cadette à côté d'elle, sa voix portant juste assez loin. Je parie qu'elle ne peut même pas tenir le fusil correctement. Lors de l'exercice de tir de précision, Olivia utilisa un équipement de tir de qualité professionnelle, y compris des systèmes de visée optique avancés et des munitions spécialisées conçues pour des exigences de précision extrême. La lunette de visée aux spécifications militaires qu'elle ajusta disposait de capacités de télémétrie laser et d'une technologie de calcul balistique qui permettait un placement de tir parfait même avec les mires délibérément désalignées du fusil, ce qui aurait fait manquer leur cible à la plupart des tireurs d'élite. Olivia s'installa en position derrière le fusil. Ses mouvements étaient calmes et presque mécaniques. Elle ne perdit pas de temps à ajuster la lunette, ne fit pas de mouvement d'essai ou de test du vent. Elle visa simplement, respira et tira. 5 tirs, 5 coups parfaits en plein centre. Aucune hésitation entre les tirs, aucun ajustement de la lunette, aucun effort visible, juste une précision mécanique froide qui laissa tout le monde bouche bée dans un silence stupéfait. L'officier de tir cligna des yeux en regardant l'écran de la cible,
puis Olivia, puis de nouveau l'écran comme si ses yeux lui jouaient des tours. « Mercier », annonça-t-il, sa voix portant à travers le stand de tir soudainement silencieux. « Score parfait !» Un colonel qui observait de loin, un homme plus âgé aux cheveux gris acier et une poitrine couverte de rubans, se pencha en avant avec un intérêt soudain. « Qui l'a formé ?» murmura-t-il à son aide, sa voix à peine audible, mais d'une certaine manière urgente. L'aide secoua la tête. « Aucune information dans son dossier, mon colonel. Mais ce contrôle de la détente, ce n'est pas une formation civile. » Léo entendit et leva les yeux au ciel de manière dramatique. « Coup de chance », annonça-t-il assez fort pour qu'Olivia l'entende. « Voyons-la faire quelque chose qui compte vraiment. » Mais lors de la vérification obligatoire de l'équipement qui suivit l'exercice de tir, l'officier de tir découvrit quelque chose qui lui glaça le sang. Le fusil d'Olivia avait une mire désalignée. Un défaut si subtil que personne d'autre ne l'avait remarqué, mais suffisamment important pour rendre un tir précis impossible. Elle avait parfaitement compensé le défaut, ajustant sa visée par mémoire musculaire et instinct seul. L'officier secoua la tête, marmonnant pour lui-même. Ce n'est pas de la chance. C'est du pur talent. L'incident du mess le lendemain soir fut le point culminant de jours de tension croissante. Olivia avait été la dernière dans la file et, au moment où elle atteignit la zone de service, il n'y avait plus de nourriture. Elle s'assit tout de même à sa table d'angle habituelle, sirotant de l'eau, son visage calme malgré son plateau vide. Un groupe de cadets mené par Jeanne Weber, grande, suffisante, avec un rire qui crissait comme des ongles sur un tableau noir, vit cette opportunité de divertissement. Jeanne s'approcha et laissa délibérément tomber une pomme à moitié mangée sur le plateau vide d'Olivia. « Tiens, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une pitié théâtrale. On ne peut pas te laisser mourir de faim, n'est-ce pas? Tu as besoin de tes forces pour... Quoi exactement? » Porternos Sachs. La table derrière elle éclata de rire. Les caméras sortirent à nouveau, enregistrant ce qu'ils pensaient être une autre humiliation pour leur fils d'actualité sur les réseaux sociaux. Olivia regarda la pomme, puis Jeanne, ses yeux stables et sans ciller. « Merci, dit-elle simplement, la ramassant et prenant une bouchée lente et délibérée. Le sourire de Jean Vasilla. Elle s'attendait à des larmes, de la colère, une sorte de réaction dont elle pourrait se moquer. Au lieu de cela, elle obtint ce calme déconcertant qui lui donnait l'impression de manquer quelque chose d'important. Le groupe continua de rire, mais le son semblait forcé maintenant, incertain. Olivia termina la pomme entière, trognon compris, puis mit son plateau de côté et se leva pour partir. En passant devant Jeanne, son épaule la frôla très légèrement, juste assez pour faire reculer involontairement la femme plus grande. Pendant un instant, le mess se tut. Tout le monde regardait cette petite femme qui avait réussi à se mettre au centre de l'attention sans dire un mot. La simulation de combat était prévue pour le lendemain matin, et elle allait s'avérer être le test qui changerait tout. Combat au corps à corps, match en tête-à-tête, pas d'armes, pas de pitié, pure compétence contre compétence. Lorsque les pairs furent annoncés, le destin ou une ironie cruelle opposa Olivia à Léo Morin, 1,85 m de muscles, d'ego et d'agressivité à peine contenus. Il la dominait de toute sa hauteur, ses poings déjà serrés, un sourire prédateur s'étalant sur son visage. Avant même que le coup de sifflet ne retentisse pour commencer le match, Léo chargea comme un taureau, attrapant le col d'Olivia à deux mains et la projetant violemment contre le mur rembourré de la zone d'entraînement. L'impact fut si violent que sa chemise se déchira, le tissu se déchirant de son épaule jusqu'à mi-chemin dans son dos. Pour la première fois depuis son arrivée au centre, Olivia parut véritablement vulnérable, plaquée contre le mur par quelqu'un de 2 fois sa taille. L'escouade éclata d'un rire cruel. « Regardez ça, railla Manon, son téléphone sorti et en train d'enregistrer. Elle a des tatouages, en plus. C'est quoi ça? Un gang de motards. » Mais alors que Léo se penchait, son visage à quelques centimètres du sien, se préparant à livrer ce qu'il pensait être l'humiliation finale, quelque chose dans les yeux d'Olivia le fit hésiter. Il n'y avait pas de peur, pas de panique, juste une patience froide et calculatrice qu'il ne comprenait pas. « Ce n'est pas la crèche ici, Mercier, gronda-t-il, essayant de retrouver son élan. C'est un champ de bataille. Il est temps de rentrer à la maison, petite. » Olivia le regarda droit dans les yeux, sa voix calme et posée. « Lâche-moi. » Léo rit, mais sa prise se desserra très légèrement, que ce soit par excès de confiance ou par une reconnaissance subconsciente qu'il était en train de commettre une terrible erreur. Ce petit relâchement fut tout ce dont Olivia avait besoin. Elle recula et la chemise déchirée tomba plus bas, révélant davantage ce qui se trouvait en dessous. Et c'est là que tout a changé. Le tissu déchiré tomba. Et soudain, toute la cour d'entraînement devint silencieuse. Gravé sur son omoplate dans une encre noire et profonde qui semblait absorber la lumière du matin, se trouvait un tatouage différent de tout ce que les cadets avaient jamais vu.
Une vipère enroulée rendue dans des détails complexes. Son corps s'enroulait autour d'un crâne humain. Fracasse. Les yeux du serpent étaient des vides creux, et de ses crocs semblaient couler du venin ou du sang. Mais ce n'était pas seulement la qualité de l'exécution qui figea tout le monde. C'était le symbole lui-même. Les rires moururent dans les gorges. Les téléphones arrêtèrent d'enregistrer. Même Léo desserra sa prise, son sourire prédateur s'effaçant alors qu'il fixait la marque sur sa peau. C'est censé être quoi, ce truc? La voix de Manon se brisa légèrement, sa confiance cruelle vacillant. Mais le colonel Pelletier, qui observait les exercices d'entraînement de l'autre côté de la cour, s'avança avec des mouvements vifs et délibérés. Son visage buriné était devenu complètement pâle, et ses mains tremblaient réellement alors qu'il approchait. « Qui vous a donné le droit de porter cette marque ?» demanda-t-il, sa voix tremblant de quelque chose entre la révérence et la terreur. Tout le terrain d'entraînement semblait retenir son souffle. Même les instructeurs avaient arrêté ce qu'ils faisaient, sentant que quelque chose de monumental se produisait. Olivia se tenait là, le dos droit malgré Léo qui tenait toujours sa chemise déchirée, le tatouage se détachant crûment sur sa peau. Elle regarda directement le colonel, sa voix calme mais assez claire pour porter à travers la cour silencieuse. « Je ne l'ai pas demandé, dit-elle. Il m'a été donné par la vipère fantôme lui-même. Je me suis entraîné sous ses ordres pendant 6 ans. » Les mots frappèrent la foule assemblée comme un coup physique. Le colonel Pelletier se figea complètement, ses yeux s'écarquillant de reconnaissance et d'incrédulité. Puis, comme si son corps bougeait sans pensée consciente, il se mit au garde-à-vous et porta la main à son front dans un salut parfait. Les autres officiers le fixaient, bouche bée. Un aide à proximité murmura avec urgence. « Mon colonel, que faites-vous » Mais Pelletier maintint le salut, sa voix remplie de quelque chose approchant l'admiration. Personne ne porte ce tatouage à moins d'être son dernier élève. Son unique élève. Léo recula en trébuchant, son visage se vidant de toute couleur. Le téléphone de Manon glissa de ses doigts inertes, s'écrasant sur le béton. Damien avait l'air sur le point d'être malade. Le nom de la vipère fantôme était une légende dans les cercles militaires. Des histoires chuchotées d'une unité qui n'existait pas officiellement. Des missions qui n'avaient jamais eu lieu. Des agents qui disparaissaient des registres après avoir accompli des tâches impossibles. 5 ans auparavant, l'unité entière avait été déclarée tuée au combat dans une opération classifiée si secrète que la plupart des gens n'étaient même pas sûrs qu'elle ait réellement eu lieu. La vipère fantôme lui-même était mythique, un entraîneur si élite qu'il ne sélectionnait supposément qu'un seul élève par décennie, le marquant de ce tatouage comme preuve de ses capacités létales. La plupart des gens supposaient que ce n'était qu'une autre légende urbaine militaire. En voyant la réaction du colonel Pelletier, il était clair que la légende était bien réelle. Un aide se pencha près du colonel, sa voix urgente. « Mon colonel, la vipère fantôme a été classée comme... » « Je sais comment il a été classé, » le coupa sèchement Pelletier, sans jamais baisser son salut. « Je sais aussi ce que je regarde. » Olivia accusa réception du salut d'un léger hochement de tête, puis retira doucement mais fermement les mains de Léo de sa chemise. Le colosse ne résista pas. Il semblait incapable de bouger, la fixant comme si elle s'était transformée en quelque chose d'étranger. « C'est impossible, murmura Manon, mais sa voix manquait de conviction. Hélène, qui avait observé de loin, s'avança avec une expression entendue. « Je me demandais pourquoi tu ne te défendais jamais, dit-elle doucement. Tu ne te cachais pas parce que tu étais faible. Tu te cachais parce que tu étais dangereuse. » Mais Wilder. Léo ne voulait pas le laisser accepter ce qu'il voyait. Le Golden Boy qui n'avait jamais rien perdu. Qui avait construit toute son identité sur le fait d'être le meilleur, le plus fort, le plus élite, ne pouvait pas accepter que cette petite femme silencieuse venait de se révéler être quelque chose de bien au-delà de sa compréhension. « Connerie !» gronda-t-il, sa voix montant avec une colère désespérée. « Je me fiche du tatouage que tu as ou de qui tu prétends avoir formé. Prouve-le dans un vrai combat. » Les autres cadets se regardèrent, incertains. Même eux pouvaient sentir que Léo était sur le point de commettre une erreur catastrophique, mais aucun d'eux n'eut le courage de l'arrêter. Le colonel Pelletier baissa finalement son salut, sa voix acérée d'avertissement. « Fiston, je vous conseille fortement de... » « Non, l'interrompit Léo, le visage rouge d'humiliation et de rage. « Je ne vais pas me laisser intimider par de l'encre et des histoires à dormir debout. Si elle est si dangereuse, qu'elle le prouve. » Il se remit en position de combat, les poings levés, les muscles bandés pour la violence. « Allah's Mercier, montre-nous ce que le grand vipère fantôme t'a appris. » Olivia le regarda longuement, et pour la première fois depuis son arrivée à la base, quelque chose changea dans son expression. Le vide prudent fut remplacé par quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Quand elle parla, sa voix était douce, mais portait une acuité qui mit tout le monde à portée de voix mal à l'aise.
Si c'est ce que tu veux. Elle ne prit pas la peine de rajuster sa chemise déchirée ou d'ajuster sa posture. Elle se tenait simplement là, les bras le long du corps, l'air presque ennuyé alors que Léo tournait autour d'elle comme un prédateur évaluant sa proie. Il chargea le premier, lançant un crochet sauvage visant son visage. Olivia bougea juste assez pour le laisser siffler près de son oreille, ne bronchant même pas face au quasi-échec. Léo enchaîna avec un crochet du gauche, puis un direct du droit, puis une combinaison qui aurait dû la submerger par pure agression et avantage de portée. Mais Olivia n'était pas là où ses points arrivaient. Elle se déplaçait comme de l'eau, s'écoulant autour de ses attaques avec un effort minimal. Son jeu de jambes était si subtil qu'on aurait presque dit qu'elle restait immobile pendant que Léo s'épuisait à frapper dans le vide. « Touche-moi, enfin !» rugit Léo, le visage rouge d'effort et de désespoir croissant. Olivia ne répondit pas. Elle le laissa se fatiguer, ses coups devenant de plus en plus brouillons, sa respiration de plus en plus saccadée. Elle l'étudiait, apprenait ses schémas, attendant le moment parfait. Pendant les suites de l'événement, Olivia géra la situation en utilisant des techniques avancées de gestion du stress et des protocoles psychologiques spécialisés initialement développés pour le personnel des opérations spéciales d'élite. Les systèmes de soutien en santé mentale complets et les méthodes de gestion des traumatismes fondées sur des preuves qu'elle avait apprises lors de sa formation classifiée lui permirent de maintenir un contrôle émotionnel parfait même face aux conséquences potentiellement désastreuses pour sa carrière de son identité révélée dans cet environnement militaire à haute pression. Quand ce moment arriva, ce fut si rapide que la plupart des cadets qui regardaient ne virent rien. Léo lança un autre direct du droit sauvage, s'étirant trop dans sa frustration. Olivia entra dans sa garde, ses bras glissant autour de son cou dans ce qui ressemblait à une étreinte. Il y eut un bref instant où ils semblèrent figés ensemble, comme des danseurs pris en pleine figure. Puis les yeux de Léo se révulsèrent et il s'effondra au sol, inconscient. 8 secondes du début à la fin. Aucun coup porté, aucun mouvement spectaculaire, juste une prise d'étranglement sanguin parfaitement exécutée qui coupa l'afflux de sang à son cerveau avec une précision chirurgicale. La cour d'entraînement était absolument silencieuse. À l'exception du bruit du corps de Léo heurtant le sol. Le capitaine Héros s'approcha, son visage illisible alors qu'il regardait le corps inconscient de Léo, puis Olivia, puis le groupe assemblé de cadets sous le choc. Quand il parla enfin, sa voix porta à travers la cour avec une autorité absolue. Avec effet immédiat, annonça-t-il, Olivia Mercier est désignée comme instructrice honoraire. Vous apprendrez d'elle. Vous la respecterez, et vous suivrez ses ordres comme les miens. Olivia ne hocha pas la tête, ne sourit pas, n'accusa réception de la promotion d'aucune manière. Elle ramassa simplement son sac à dos, referma sa chemise déchirée du mieux qu'elle put, et commença à marcher vers les baraquements. Les cadets s'écartèrent devant elle comme si elle portait quelque chose de contagieux, les yeux baissés, leurs rires antérieurs complètement oubliés. La transformation de l'atmosphère du camp fut immédiate et profonde. La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit dans la base plus vite qu'un feu de forêt, porté par des conversations chuchotées et des vidéos de téléphone portable partagées à la hâte. Le soir venu, tout le monde, du personnel de cuisine aux officiers commandants, savait que la femme silencieuse qu'ils avaient méprisée comme un cas social était en réalité quelque chose de bien plus dangereux que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. L'exercice de tir à balles réel prévu pour le lendemain offrit à Olivia sa première occasion de diriger une équipe. Son groupe comprenait Manon, qui leva les yeux au ciel en recevant l'affectation, mais n'osa plus exprimer ses objections à voix haute. Alors qu'il se déplaçait sur le parcours d'assaut urbain simulé, Manon ignora délibérément les signaux manuels d'Olivia, se précipitant en avant et déclenchant un fil-piège qui déclencha une alarme assourdissante. L'exercice s'arrêta immédiatement, et le capitaine Héros arriva en trombe, le visage rouge de colère. « Mercier, bugla-t-il. Votre équipe est un désastre. » Manon eut un sourire narquois, chuchotant à Damien assez fort pour que d'autres entendent. « Je vous l'avais dit qu'elle est inutile. Un tatouage ne fait pas de vous un leader. » Olivia se tenait là, les mains stables le long du corps, et parla calmement. « Manon a rempli la formation. » Je lui ai fait signe d'attendre. Elle a ignoré le signal. Héros se tourna vers Manon, qui haussa les épaules avec une innocence théâtrale. « Je n'ai vu aucun signal, mentit-elle sans sourciller. » Le groupe ricana, prêt à blâmer Olivia pour l'échec, malgré ce dont ils avaient été témoins la veille. Les vieilles habitudes avaient la vie dure, et il y avait un certain confort à revenir à des schémas de mépris familiers. Olivia n'y discute pas. Elle hocha simplement la tête et dit « Compris, mon capitaine. » Mais alors qu'il se préparait pour une nouvelle tentative, quelqu'un eut la présence d'esprit de vérifier les images du drone de surveillance qui enregistrait tous les exercices d'entraînement. La rediffusion montra Manon ignorant délibérément les signaux manuels clairs d'Olivia, la tête tournée dans un défi évident.
Le capitaine Hérault regarda les images, sa mâchoire se crispant à chaque seconde de preuve. Quand ce fut terminé, il retira 50 points à l'escouade de Manon et l'assigna à la corvée de latrines pour une semaine. Les rires du groupe s'éteignirent instantanément, et le visage de Manon devint pâle alors qu'elle réalisait que son mensonge avait été exposé à tout le monde. Le changement chez le capitaine Hérault lui-même fut peut-être la transformation la plus notable. L'homme qui avait qualifié Olivia de membre de l'intendance le premier jour la regardait maintenant avec une attention particulière, ses ordres durent remplacés par des demandes respectueuses. Pendant les briefings, il faisait même une pause pour lui demander son avis, chose qu'il n'avait jamais faite avec aucun autre cadet en 20 ans de carrière. Ce n'était pas seulement du respect. C'était la reconnaissance qu'il était en présence de quelqu'un dont la formation et l'expérience dépassaient de loin les siennes, malgré ses tentatives délibérées de le cacher. 2 jours plus tard, pendant une pause dans l'entraînement de l'après-midi, un jeune officier s'approcha d'Olivia alors qu'elle était assise seule, nettoyant son équipement. Il était nerveux, serrant un porte-bloc contre sa poitrine, son uniforme impeccable mais son visage trahissant son anxiété. « Madame, dit-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Il y a quelqu'un qui veut vous voir. » Olivia leva les yeux, ses prunelles se rétrécissant légèrement. « Qui ? Je ne peux pas le dire, madame. Il attend à l'entrée principale. » Elle le suivit à travers la base, passant devant des groupes de cadets qui la regardaient maintenant avec un mélange de peur et de fascination. La marche jusqu'à l'entrée sembla plus longue qu'elle n'aurait dû, remplie d'une tension qui semblait monter à chaque pas. À l'entrée, un homme attendait. Il était grand et large d'épaules, avec des cheveux militaires courts qui grisonnaient aux tempes. Il portait des vêtements civils, un jean foncé et une veste tactique noire qui paraissait faussement décontractée, mais qui criait le cher et le fonctionnel à quiconque s'y connaissait. Quand il bougeait, c'était avec la précision contrôlée de quelqu'un qui avait passé des décennies dans des zones de combat. Le garde de la base s'était respectueusement reculé, clairement mal à l'aise avec l'autorité que cet homme dégageait. Le colonel Pelletier était là aussi, au garde à vous, les mains jointes dans le dos. Quand il vit Olivia approcher, il s'éclaircit la gorge. « Mercier, dit-il formellement. Voici le général Thomas Richard. » L'homme en veste noire regarda Olivia, et pour la première fois depuis son arrivée à la base, son expression soigneusement contrôlée se fissura. Quelque chose passa entre eux. Reconnaissance, soulagement, peut-être même de l'amour. Elle s'avança vers lui, s'arrêtant à quelques pas. « Tu n'étais pas obligé de venir, dit-elle, sa voix plus douce que personne ne l'avait entendue depuis son arrivée. » Le général Richard inclina la tête, et le coin de sa bouche se releva dans ce qui aurait pu être un sourire. « Si, dit-il simplement. J'étais obligé. » Les cadets qui regardaient de loin se turent complètement. Manon, debout près de la clôture, laissa tomber sa bouteille d'eau. Le plastique claqua sur le béton, mais personne ne bougea pour la ramasser. Le colonel Pelletier s'éclaircit la gorge, s'adressant à la foule rassemblée d'une voix qui porta clairement à travers la cour. « Voici le général Thomas Richard, » annonça-t-il, marquant une pause pour l'effet. « Lamari dit Olivia. » Les mots frappèrent comme une onde de choc. Manon recula carrément. La bouche de Damien tomba. Même Hélène, qui avait soupçonné qu'Olivia était plus qu'elle ne le paraissait, semblait abasourdie par cette révélation. Le général Richard n'élabora ni n'expliqua. Il posa simplement une main sur l'épaule d'Olivia, la même épaule qui portait le tatouage de la vipère noire, et ils marchèrent ensemble vers son pick-up déglingué. Le moteur rugit à la vie avec un son qui semblait bien trop puissant pour un si vieux véhicule, et ils partirent, la poussière se soulevant derrière eux dans un nuage qui les dissimula à la vue. Personne ne bougea jusqu'à ce que le camion ait complètement disparu sur la route d'accès. Les retombées furent rapides et complètes. Léo, qui avait été transféré à l'infirmerie après sa rencontre avec Olivia, se retrouva face à un conseil de révision militaire complet dans les 72 heures. Son agression contre ce qui était maintenant connu pour être un agent classifié fut jugée comme une conduite indigne d'un officier militaire. Il fut renvoyé dans la semaine. Ses rêves de gloire dans les forces spéciales se terminant par une mention peu honorable sur son dossier permanent. Le nom de sa famille, autrefois respecté dans les cercles militaires, devint une fable édifiante sur les dangers de l'arrogance et des préjugés. Les ennuis de Manon furent plus publics et sans doute plus dévastateurs. La vidéo d'elle se moquant d'Olivia, enregistrée par ses propres amis et postée sur les réseaux sociaux, devint virale quelques heures après la révélation de la véritable identité d'Olivia. L'entreprise de défense qui parrainait sa formation retira immédiatement son soutien, publiant une déclaration sur des valeurs incompatibles avec notre mission d'entreprise. Ses comptes sur les réseaux sociaux, autrefois remplis d'admirateurs, devinrent des champs de bataille de critiques et d'indignation. Elle supprima ses comptes en quelques jours, mais Internet n'oublie pas, et les captures d'écran survécurent sur d'innombrables plateformes.
Damien se retrouva affecté aux pires corvées que la base avait à offrir. Service en cuisine, nettoyage des latrines, maintenance de l'équipement dans la chaleur du désert. Chaque tâche désagréable à faire trouvait d'une manière ou d'une autre son chemin vers son emploi du temps. Quand il essaya de se plaindre, on lui rappela sèchement que son comportement envers un vétéran décoré était une affaire de dossier permanent. Le capitaine Hérault fit face à son propre jugement. Une réunion discrète avec la direction de la base aboutit à une formation obligatoire sur les principes de leadership et le respect du personnel, indépendamment de l'apparence ou de l'origine. Son attitude autrefois dure fut remplacée par quelque chose de plus réfléchi, de plus prudent. L'homme qui avait autrefois qualifié Olivia de membre de l'intendance remettait maintenant en question chaque supposition qu'il faisait sur les personnes sous son commandement. Mais le changement le plus significatif fut peut-être dans la culture même de la base. L'histoire d'Olivia Mercier devint une lecture obligatoire pour les nouvelles recrues, une leçon brutale sur les dangers de juger les gens sur leur apparence. Les protocoles de formation furent révisés pour mettre l'accent sur le respect et l'inclusion, avec des sanctions sévères pour le harcèlement ou la discrimination. Hélène se retrouva dans une position d'influence inattendue. Sa gentillesse précoce envers Olivia, alors que tout le monde avait fait preuve de cruauté, lui valut la reconnaissance de la structure de commandement. Elle fut sélectionnée pour des programmes de formation avancés et trouva des mentors désireux de soutenir quelqu'un qui avait démontré la sagesse de voir au-delà des apparences. Lors d'un examen final du programme des cadets 3 semaines plus tard, les hauts gradés de la base se réunirent pour évaluer les résultats du cycle de formation. Le nom d'Olivia fut inévitablement mentionné et la salle devint silencieuse. Un jeune officier, récemment muté et ignorant toute l'histoire, suggéra que son départ abrupt indiquait un manque de potentiel de leadership. Le colonel Pelletier se pencha en avant, sa voix mortellement calme. « Le dossier de Mercier est classifié au-dessus de votre niveau d'habilitation, dit-il. Mais je vais vous dire ceci, c'est la seule personne qui ait jamais franchi ces portes qui aurait pu diriger toute cette base les yeux bandés et à moitié endormi. » Il plongea la main dans sa mallette et en sortit une enveloppe scellée marquée de tampons officiels et d'un emblème de vipère noire. Il la fit glisser sur la table de conférence. Ces évaluations de formation par la vipère fantôme lui-même, continua Pelletier. Lisez-les si vous voulez comprendre ce qu'est la véritable excellence. Puis dites-moi encore qui manque de potentiel de leadership. Le jeune officier ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Son visage devint progressivement plus pâle à mesure qu'il lisait, ses yeux s'écarquillant à chaque ligne de texte. Quand il eut terminé, il posa les papiers soigneusement et ne parla plus pour le reste de la réunion. Pendant ce temps, Olivia et le général Richard avaient disparu aussi complètement que s'ils n'avaient jamais existé. Certains rapports les situaient dans un centre d'entraînement isolé dans le Montana, dirigeant des programmes avancés pour les candidats des opérations spéciales. D'autres suggéraient qu'ils étaient à l'étranger, faisant partie d'une unité classifiée qui n'apparaissait sur aucune liste officielle. Mais dans les baraquements où elle avait autrefois dormi, les cadets trouvaient encore des rappels de sa présence. Une jeune recrue nommée Sam découvrit une vieille photo glissée sous l'une des couchettes, la même image froissée qu'elle avait regardée cette nuit-là, la montrant plus jeune à côté d'un homme dont le visage était délibérément flouté. Sam la tint à la lumière, plissant les yeux vers la mystérieuse silhouette en veste noire. Qui était-elle vraiment ? Demanda-t-il à ses camarades de chambrée. Personne ne répondit directement, mais Hélène, qui avait été transférée en formation avancée mais revenait parfois pour partager son expérience avec les nouvelles recrues, regarda la photo pensivement. Elle était exactement ce qu'elle paraissait être, dit finalement Hélène. Quelqu'un qui n'avait pas besoin de se prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La question n'est pas qui elle était. C'est de savoir si nous sommes assez intelligents pour reconnaître ce genre de force quand nous la reverrons. La photo passa de cadet en cadet, devenant une sorte de talisman. Les nouvelles recrues l'étudiaient, essayant de comprendre comment quelqu'un d'apparence si ordinaire avait pu cacher des capacités aussi extraordinaires. Elle devint partie intégrante du folklore de la base, un rappel visuel que la véritable force s'annonce rarement. 6 mois plus tard, les conséquences se faisaient encore sentir. L'entreprise de défense qui avait lâché Manon faisait face à des défis de relations publiques continues alors que les utilisateurs des réseaux sociaux continuaient de partager l'histoire de la femme sans prétention qui s'était révélée supérieure à leur candidate d'élite. Le cours de leur action ne se remit jamais complètement du contre-coup viral. Le renvoi de Léo devint une étude de cas dans les académies militaires, utilisée pour enseigner aux futurs officiers l'importance de l'humilité et du respect. Son nom fut effacé des listes de distinctions et des tableaux d'honneur, ses accomplissements éclipsés par son spectaculaire échec de jugement. La base elle-même devint une sorte de lieu de pèlerinage pour le personnel militaire qui avait entendu l'histoire. Les visiteurs demandaient à voir la cour d'entraînement où la confrontation avait eu lieu, le mess où Olivia avait enduré les brimades, les baraquements où elle s'était tranquillement préparée pour les défis de chaque jour.
Mais Olivia Mercier elle-même restait un fantôme, sa véritable localisation connue seulement des plus hauts niveaux du commandement militaire. Parfois, des rapports faisaient surface d'une petite femme sans prétention apparaissant dans des centres d'entraînement du monde entier, observant des exercices, offrant de discrètes corrections techniques, puis disparaissant avant que quiconque puisse confirmer son identité. Le général Richard, interrogé par ses pairs sur les activités actuelles de sa femme, souriait énigmatiquement et changeait de sujet. Mais ceux qui le connaissaient bien remarquaient des changements dans son attitude, un relâchement de la tension, une satisfaction qui suggérait quelqu'un qui avait trouvé la paix après des années de recherche. L'histoire se propagea au-delà des cercles militaires, devenant populaire sur les plateformes de médias sociaux et inspirant d'innombrables discussions sur le potentiel caché, le danger des préjugés et la force tranquille de ceux qui choisissent le service plutôt que l'autopromotion. Des hashtags comme hashtag ne jugez pas le livre et hashtag la force tranquille furent en tendance pendant des semaines. Mais l'impact le plus durable fut peut-être sur les individus qui avaient été témoins de la transformation d'Olivia de cible à légende. Chacun d'eux portait le souvenir de ce moment où la chemise déchirée révéla non seulement un tatouage, mais un renversement complet de tout ce qu'ils pensaient comprendre sur le pouvoir, le respect et la véritable capacité. Des années plus tard, ils raconteraient l'histoire à leurs propres subordonnés, à leurs enfants, à quiconque voudrait bien écouter, non pas comme un conte de vengeance ou de juste retour des choses, mais comme un rappel que la personne la plus dangereuse dans la pièce est souvent celle que personne ne remarque. Le centre d'entraînement continua de fonctionner, mais il fut à jamais changé par la femme qui était arrivée dans un pick-up cabossé et était repartie sur le siège passager du même véhicule, ayant prouvé que parfois, la déclaration la plus puissante que l'on puisse faire est celle que l'on n'a jamais eu l'intention de faire. Alors que l'automne s'installait sur la base, apportant des températures plus fraîches et de nouveaux cycles d'entraînement, les anciens montraient parfois du doigt la table d'angle où Olivia s'était assise seule, la parcelle de terrain où Léo était tombé inconscient, l'endroit où le colonel Pelletier avait offert son salut sans précédent. Ces lieux devinrent des monuments non officiels à l'idée que la force ne s'annonce pas toujours, que le vrai pouvoir porte souvent le déguisement le plus humble, et que les gens que nous considérons comme insignifiants pourraient bien être les plus importants de tous. Mais l'histoire n'était pas tout à fait terminée. Par une soirée tranquille de novembre, 8 mois après qu'Olivia soit partie avec le général Richard, un téléphone crypté sonna dans une installation sécurisée à 3000 km de là. La femme qui répondit ressemblait remarquablement à l'employé de maintenance qui avait autrefois enduré le harcèlement dans une base d'entraînement de l'OTAN, mais ses yeux avaient une acuité qui n'était pas là auparavant. La voix à l'autre bout du fil prononça une seule phrase. Code Phoenix. La prise d'Olivia se resserra sur le téléphone. Phoenix avait été l'opération finale de la Vipère fantôme. Celle qui était censée l'avoir tuée et avoir dispersé son organisation aux quatre vents. Si quelqu'un utilisait ce nom de code, cela signifiait que le passé qu'elle pensait avoir enterré était en train de remonter à la surface. Je pensais que Phoenix était terminé, dit-elle prudemment. Nous aussi, répondit la voix. Mais nous venons d'intercepter des communications qui suggèrent le contraire. La cible de la mission originale. Il est vivant et il sait pour vous. Olivia ferma les yeux, sentant le poids familier de la responsabilité s'installer sur ses épaules. Elle regarda de l'autre côté de la pièce le général Richard, qui lisait des rapports classifiés à la lueur d'une lampe. Il leva les yeux, vit son expression et comprit immédiatement que leur brève période de paix touchait à sa fin. Quand demanda-t-elle au téléphone. 48 heures. Endroit habituel. La ligne se coupa. Richard posa ses papiers et s'approcha d'elle, son expression grave mais pas surprise. Ils avaient tous deux su que ce moment viendrait. Le genre d'ennemi que la Vipère fantôme s'était fait ne disparaissait pas simplement parce que des documents commodes les déclaraient morts. Combien de temps demanda-t-il. Je ne sais pas, admit Olivia. Peut-être des semaines, peut-être plus. Il hocha la tête, acceptant ce qu'il avait toujours su qu'il arriverait un jour. Je vais faire les arrangements. Alors qu'Olivia commençait à se préparer pour ce qui serait sans aucun doute sa mission la plus dangereuse à ce jour, elle pensa aux cadets qu'elle avait laissés derrière elle à la base d'entraînement. Ils étaient probablement en train de recevoir leurs diplômes maintenant, leurs affectations, commençant les carrières, qui définiraient le reste de leur vie. Certains d'entre eux avaient appris la leçon qu'elle avait essayé d'enseigner par son exemple. D'autres, peut-être, attendaient encore leur propre moment de vérité, lorsque la vie les forcerait à affronter la différence entre ce qu'ils pensaient savoir et ce qui était réellement vrai. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, la voix était différente, plus jeune, plus urgente. Mercier, ici l'agent Sarachen, direction du renseignement militaire. Nous avons une situation qui requiert votre ensemble de compétences spécifiques. J'écoute. 3 de nos agents infiltrés ont disparu en Europe de l'Est. Avant de disparaître,
Ils ont réussi à transmettre un seul mot, vipère. Olivia Sentetson sang Essie Glacier. Si la vipère fantôme était vivante, s'il opérait à nouveau dans l'ombre, alors tout ce qu'elle pensait avoir laissé derrière elle était sur le point de devenir très réel, très rapidement. J'ai besoin de 48 heures pour régler mes affaires ici, dit-elle. Vous en avez 24. Ça ne peut pas attendre. La ligne se coupa, laissant Olivia debout dans la pièce silencieuse avec le général Richard. Tous deux comprenant que la femme qui avait autrefois caché son identité en tant qu'employée de maintenance était sur le point de retourner dans un monde où de telles tromperies étaient des questions de vie ou de mort. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda le paysage paisible, sachant que ce pourrait être le dernier moment de tranquillité qu'elle aurait pour très longtemps. Le passé ne reste jamais enterré, n'est-ce pas, murmura-t-elle. Richard la rejoignit à la fenêtre, sa main trouvant la sienne. Non, dit-il doucement. Mais peut-être que ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Peut-être que certains fantômes sont destinés à être affrontés. Alors que la nuit tombait sur leur sanctuaire temporaire, Olivia Mercier entama la préparation mentale pour retourner dans un monde qu'elle avait tenté de quitter. Le processus était aussi méthodique que tout ce qu'elle faisait, un inventaire minutieux de compétences restées en sommeil, une révision de protocoles qu'elle avait espéré ne plus jamais utiliser, et la fermeture progressive de la vie paisible qu'elle avait construite avec Richard dans les mois qui avaient suivi son départ de la base d'entraînement. Elle se déplaçait dans leur petit chalet avec une efficacité silencieuse, ses mains trouvant automatiquement du matériel qui avait été rangé dans des compartiments cachés à travers leur maison. Fausses identités, dispositifs de communication cryptés, armes qui avaient été nettoyées et entretenues malgré son espoir qu'elles ne seraient plus jamais nécessaires. Chaque objet qu'elle touchait ravivait des souvenirs de missions qui n'avaient officiellement jamais eu lieu, de personnes qui avaient dépendu de sa capacité à devenir invisible jusqu'au moment où l'invisibilité n'était plus une option. Richard la regardait se préparer, comprenant que la femme qu'il avait épousée se transformait sous ses yeux en quelque chose de plus dur, de plus dangereux. La douceur qui était venue avec la vie civile s'effaçait, remplacée par le professionnalisme froid qui avait fait d'elle la protégée la plus fiable de la vipère fantôme. C'était comme regarder quelqu'un enfiler une armure, pièce par pièce, jusqu'à ce que l'humain vulnérable en dessous soit complètement protégé par des couches de compétences létales. Les appels téléphoniques avaient été brefs, professionnels, dépouillés de toute émotion. Mais Olivia savait que derrière ces échanges cliniques se cachait un réseau de crises internationales qui nécessitait quelqu'un avec sa combinaison unique de compétences. La capacité de se cacher à la vue de tous, d'être méprisé et sous-estimé jusqu'au moment où une telle sous-estimation devenait une arme plus mortelle que n'importe quelle lame ou balle. Elle pensa à la base d'entraînement, aux cadets qui se préparaient probablement pour leurs évaluations finales. Avait-il appris à voir au-delà des apparences? Au moins certains d'entre eux l'avaient fait. Hélène porterait cette leçon avec elle tout au long de sa carrière, devenant le genre de leader qui regarde plus loin que les impressions de surface. D'autres, comme Damien et Manon, avaient appris des vérités plus dures sur les conséquences de la cruauté et des préjugés. Mais il y aurait bientôt de nouveaux cadets, de nouveaux visages remplis de la même arrogance et des mêmes préjugés qu'il avait initialement accueillis. Le cycle se répéterait, comme il le faisait toujours, jusqu'à ce que quelqu'un vienne briser à nouveau leurs préconceptions. Elle espérait que lorsque ce moment arriverait, il y aurait des gens comme Hélène pour combler le fossé entre la moquerie et la compréhension. La femme silencieuse qui avait autrefois enduré l'humiliation plutôt que de révéler ses véritables capacités était sur le point de retourner dans l'ombre où de telles capacités n'étaient pas seulement utiles, mais essentielles à la survie. La transformation n'était pas seulement professionnelle. Elle était psychologique. Un retour à un état d'esprit où la confiance se gagnait par des actions, pas des mots, et où la capacité à paraître inoffensive était souvent la différence entre le succès d'une mission et un échec catastrophique. Dans les briefings classifiés qui suivraient, les analystes la décriraient comme un atout de grande valeur avec des caractéristiques opérationnelles uniques. Ils énuméraient ses compétences, son taux de réussite, son profil psychologique, mais il manquerait l'élément le plus important, la sagesse durement acquise qui venait de la compréhension de ce que l'on ressentait en étant rejeté, négligé, considéré comme sans importance. Cette expérience à la base d'entraînement n'avait pas été qu'un chapitre malheureux de sa vie. C'était une masterclass sur la nature humaine, un rappel de la rapidité avec laquelle les gens révélaient leur vrai caractère lorsqu'ils se croyaient en position de pouvoir sur ceux qu'ils considéraient comme inférieurs. Une telle connaissance était inestimable dans son domaine de travail, où la compréhension de la faiblesse humaine était souvent plus importante que la force physique ou la compétence technique. Les cadets de la base d'entraînement ne sauraient jamais comment leur histoire s'était terminée, ou plutôt comment elle avait recommencé. Ils poursuivraient leur carrière, certains accédant à des postes de direction, d'autres trouvant leur propre chemin dans le monde complexe du service militaire, mais chacun d'eux emporterait un morceau de sa leçon avec lui, qu'ils s'en rendent compte ou non.
Dans les moments où il serait tenté de mépriser quelqu'un en fonction de son apparence ou de son origine, peut-être se souviendrait-il de la femme silencieuse avec la chemise déchirée et le tatouage de la vipère noire. Mais quelque part dans les dossiers classifiés de la direction du renseignement militaire, une nouvelle opération prenait forme. Une opération qui nécessiterait quelqu'un avec la patience d'endurer la moquerie, la force de rester silencieux sous la pression, et les compétences létales qui venaient avec le port de la marque de la vipère noire. Les missions seraient différentes, les enjeux plus élevés, les ennemis plus sophistiqués que les brutes qu'elle avait affrontés à la base d'entraînement. Mais le défi fondamental resterait le même: comment utiliser les suppositions des autres sur la faiblesse et l'insignifiance comme des armes contre eux. L'ironie ne lui échappait pas que les qualités mêmes qui avaient fait d'elle une cible de harcèlement en sa petite taille, son attitude discrète, son apparence banale, étaient précisément ce qui la rendait inestimable en tant qu'agent. Dans un monde où tout le monde s'attend à ce que le danger ait l'air intimidant, quelqu'un qui avait l'air de devoir se trouver derrière un comptoir de service ou dans un uniforme de maintenance pouvait se déplacer dans des espaces qu'il serait impossible pour des menaces plus évidentes de pénétrer. Alors qu'elle emballait le dernier de son équipement spécialisé, Olivia réfléchit à l'étrange trajectoire qui l'avait menée de fille de la richesse et des privilèges à élève d'un fantôme légendaire, et enfin à une femme qui pouvait choisir quand être invisible et quand révéler l'acier sous la surface. Chaque identité lui avait appris quelque chose d'essentiel, mais c'était la combinaison de toutes qui la rendait particulièrement apte aux défis à venir. Le monde au-delà de leur sanctuaire était dangereux d'une manière que les civils ne pourraient jamais entièrement comprendre. Il était peuplé de gens qui utilisaient la violence comme un langage, qui traitaient la vie humaine comme une marchandise, qui croyaient que le pouvoir venait de la capacité à inspirer la peur. Contre de tels ennemis, les outils de guerre conventionnels étaient souvent inadéquats. Ce qu'il fallait, c'était quelque chose de plus subtil, de plus inattendu. Quelqu'un qui pouvait marcher au milieu d'eux sans être remarqué ni reconnu jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard pour qu'il puisse monter la moindre défense. Parfois, les batailles les plus dangereuses sont menées par les personnes que personne ne s'attend à voir combattre. Et parfois, la femme que tout le monde a sous-estimée s'avère être exactement la personne dont le monde a le plus besoin. Mais de telles femmes restent cachées jusqu'au moment crucial où la survie même du monde dépend de leur grâce tranquille et létale.